de quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, notre invité pour ce jour du souvenir, eh bien, il porte plusieurs chapeaux. Maintenant qu'il n'a plus besoin d'en porter après une bonne greffe de cheveux. Humoriste, podcaster, vétéran, plusieurs chapeaux à son arsenal. Un plaisir de le recevoir à l'émission de Quoi tu parles de Steven Bilodeau. Ça va bien, mon chum? Très heureux de parler à la communauté franco-ontarienne, mais j'ai appris juste en hors d'onde que vous étiez pan-canadien maintenant. Savez-vous à quel point vous êtes big, les gars? C'est épouvantable. Des big shots partout sauf le Québec. Ça se peut pas. Mais évidemment, Non, touche pas au Québec. Évidemment, on te parle, t'es un vétéran, t'es très ouvert dans ça, mais t'as aussi un parcours intéressant. Je voulais retourner à la base du 11 novembre. Évidemment, c'est une journée très importante au Canada, puis partout dans le monde, c'est le jour de l'armistice. C'est le moment de se souvenir de toutes ces personnes-là qui ont servi pour les armées au courant des différentes guerres. Toi, en tant que vétéran, ça représente quoi pour toi, justement, le 11 novembre? Le 11 novembre est une journée essentiellement de commémoration. Mais étant donné que la communauté, on fait énormément d'activités à chaque année pour se commémorer, le 11 novembre, c'est la journée où est-ce que tous, on essaie de se rassembler pour avoir une pensée. Puis on n'a pas besoin d'être pro-militaire pour ça, d'avoir une pensée pour les hommes puis les femmes qui ont décidé de choisir ce métier-là, qui est un métier avec une nature particulière, que tu sois pour, que tu sois contre. Mais ces hommes-là puis ces femmes-là ont fait un sacrifice et leurs familles aussi ont fait des sacrifices quand ils ont décidé de s'enrôler et de faire ce métier-là. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont pas revenus de la guerre et c'est à ceux où il y en a beaucoup qui sont revenus aussi avec des blessures. Donc c'est une pensée pour ces gens-là qui se sont sacrifiés pour nos droits et libertés. Puis je pense que tu es quelqu'un à connaître qui est très ouvert sur ce sujet-là aussi. On peut parler du post-traumatique, du choc post-traumatique en revenant. Syndrome de stress post-traumatique. Mais justement, tu es très ouvert là-dessus. C'est pas souvent quelque chose qu'on voit qui devient moins un stigma de plus en plus. Toi, je sais que tu es très ouvert si tu veux en parler. Oui. En fait, la blessure de stress ou le syndrome de stress post-traumatique qu'on appelle en anglais PTSD, ça n'appartient pas juste à l'armée. Puis faut bien le comprendre. Puis les civils qui ont vécu des événements traumatiques vont expérimenter les mêmes signes et symptômes. Ce que j'ai réalisé, c'est que dans notre univers, dans notre communauté des vétérans, on a été élevé avec une culture que tu dois pas le dire quand tu es blessé. Tu dois pas aller voir le médecin, puis tu dois pas demander de congé parce que ça fait travailler les autres en dos. Puis souvent, tu vas subir une pression imbue. Puis il y en a qui se sont fait battre aussi pour aller adresser des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique. Donc, on a grandi avec cette culture-là. Et je me suis dit que si à la retraite, comme personnalité publique, je m'en vais donner ma réalité. Puis ma réalité, c'est que moi, je suis aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique. Je dois vivre avec ça à tous les jours. J'ai accepté ma condition. Je suis rendu à un moment de ma vie où est-ce que je suis prêt à accepter la maladie, parce qu'il était un bon bout où est-ce que j'étais dans le déni. Je voulais pas avoir cette étiquette-là. Pourquoi? Pour pas avoir de l'air d'un faible. Mais je me suis dit, c'est pas ça être courageux, c'est pas ça de continuer à servir, c'est d'aller de façon publique, dire j'ai un problème de santé mentale, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour le traiter, j'ai fait confiance aux institutions, j'ai fait confiance aux thérapeutes qui m'ont amené à être en mesure d'avoir les outils pour dealer avec ces difficultés-là. Puis aujourd'hui, je suis pas nécessairement... on ne sera jamais guéri de ça. En fait, c'est une maladie avec laquelle on doit composer tout le long de notre vie. Mais je réussis à avoir un équilibre grâce à anciens combattants et grâce aussi à m'être donné la chance à moi de croire à un rétablissement. C'est vraiment ça, il faut croire à un rétablissement. Puis si je parle directement à mes frères et mes sœurs d'armes qui disent que ça fonctionne pas, puis c'est de la merde, des fois, c'est juste parce que tu n'as pas le bon match avec le bon thérapeute. Donc, si j'ai un message à envoyer, là, c'est que ayez pas peur de demander un changement parce qu'une relation d'aide, une relation comme ça, patient, avec un spécialiste de la santé, ça doit se faire en symbiose, un peu comme une relation amoureuse.
C'est vraiment beau ce que tu dis. C'est vraiment inspirant de voir justement le cheminement à travers tout ça que tu as réussi à faire avec de l'aide, bien évidemment, mais là, le fait que tu aides les autres. Puis est-ce que toi, justement, toutes ces choses-là, ça te nourrit pour ton humour? C'est ça? C'est une façon pour toi de, justement, véhiculer ces choses-là puis d'en rire? C'est-tu thérapeutique pour toi? Au début, je le faisais pas de façon exutoire. Je réalise cependant que j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'expliquer ma réalité et de la ridiculiser. Pourquoi? Parce que j'ai une distance émotionnelle assez grande maintenant avec la maladie, puis avec mes blessures. Donc, je suis en mesure d'arriver sur scène et pas d'avoir une charge émotionnelle qui va teinter justement cette volonté-là de faire rire. Parce que l'humour, c'est, après ma base, c'est be fucking funny. Ouais. Donc, si tu te bases sur ce principe-là, tu arrives avec un sujet qui est très lourd, les gens vont ressentir cette lourdeur-là, puis même si tu as les meilleurs gags du monde, tu vas avoir de la difficulté à le faire passer parce que les gens vont sentir, pas tout le monde, va sentir cette charge émotionnelle-là avec laquelle tu n'es pas bien. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, j'ai une distance avec ça, mais au Québec, étant donné c'est là où est-ce que je fais la plupart de mes contrats en humour, le Québec est soit indifférent au service militaire ou ceux qui ont servi, à moins que ça touche directement leur famille, ou ont une aversion envers l'armée, ben sont moins enclins à avoir ce genre de matériel-là, ce genre de discussion-là de la part d'un humoriste. Et j'ai dû arriver dans ma carrière en humour de façon progressive à placer ce matériel-là qui est particulier. Donc, de plus en plus, j'en parle, mais je dois quand même faire attention parce que c'est quand même un sujet qui est polarisant au Québec, beaucoup moins au Canada anglais, beaucoup moins dans la province où je réside, là, l'Ontario, je réside dans la ville de Ottawa. Donc, je suis probablement un de vos seuls humoristes professionnels qui réside dans l'Est ontarien. Oui. Donc, vous faites bien de me garder, c'est ça que je veux dire. Steven, c'est le seul humoriste franco-ontarien qui habite actually, encore. Exactement. Il y en a qui sont nés ici, ils sont partis. Mais moi, j'habite ici. Ça aide que Steven, il a de la retraite puis il a un plan de pension aussi. Oui. Les petits pauvres de l'autre bord. T'es vraiment pas correct. T'es vraiment pas. Je fais ma place en humour. Je fais ma place dans les médias. Mais oui, t'as raison. Je suis très bien supporté par les anciens combattants Canada, que je remercie d'ailleurs. Et encore une fois, j'invite mes frères et mes sœurs d'armes à faire confiance au processus. Mais d'être prêt à souffrir, parce que quand on rentre dans un processus où est-ce qu'on veut traiter la maladie mentale, le syndrome de stress post-traumatique, c'est pas évident. C'est beaucoup d'émotions refoulées, peu importe la technique au travers de la psychothérapie. C'est demandant, c'est confrontant, parce que c'est tes propres émotions que tu n'as pas voulu vivre à une époque, auquel tu vas devoir être exposé plusieurs et plusieurs fois pour désensibiliser justement les symptômes et en arriver à, lorsque tu vas faire face à un déclencheur, naturellement, ton corps va détecter beaucoup moins de danger, beaucoup moins de peur, donc tu vas être en mesure de réagir de façon plus adéquate et d'être de plus en plus équilibré dans tes interventions avec les autres. Mm-hmm. Puis je veux que tu me corriges si j'ai tort. Dans l'armée, tu étais police militaire. Veux pas, c'est un rôle qui est spécifique dans l'armée parce que, oui, tu es dans l'armée, mais tu polices aussi. Les gens dans l'armée, c'est souvent pas les personnes qui sont les plus aimées nécessairement dans l'armée. Fait que y a-tu, pour toi, dans ton expérience militaire, dans tout ce que tu as vécu, ça a-tu joué un rôle justement dans ces émotions-là que tu ressens encore aujourd'hui? En fait, les opérations policières à l'intérieur des Forces armées canadiennes, puis moi, comme policier militaire, j'ai servi à Dwyer Hill Training Center, qui est localisé à Ottawa. C'est ce qui m'a amené dans la région. Les opérations policières sont pareilles mur à mur avec, exemple, la GRC. Cependant, tu fais face à une clientèle, oui, qui a des capacités de se défendre, qui a compris comment combattre, c'est des combattants, mais en même temps, c'est les hommes et les femmes les plus disciplinés et qui sont assujettis à un code de conduite militaire et des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la prison militaire. Puis, Nicolas, j'ai pas besoin de te faire un portrait sur la prison militaire, je te garantis que c'est pas Bordeaux, là. Je te garantis qu'à chaque jour, tu regrettes d'être rentré là puis tu t'ennuies de ta mère. Donc, il y a tellement il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête des militaires que leur comportement, je te dis pas qu'il est exemplaire parce qu'il y en a des problèmes de santé mentale, puis justement des problèmes de santé mentale non traités peut amener justement à des débordements de comportement qui soient en service ou comme vétérans. Mais la police militaire,
fait quand même face à des hommes et des femmes qui ont appris à vivre, qui sont très disciplinés, qui sont là pour servir leur pays. Et servir leur pays veut dire aussi d'être en bon terme avec la loi et avec les policiers militaires. Et les policiers militaires, en participant aux opérations, parce qu'on ne fait pas juste les opérations de police, mais on fait des déploiements opérationnels avec les hommes et les femmes de terrain. À ce moment-là, ça permet de mieux nous connaître. Et quand tu humanises une force, ben, ça devient beaucoup plus facile de dealer avec. Puis, je sais pas si tu as le droit d'en parler même, mais tes déploiements, c'était où? C'était sous quel contexte? Je sais qu'on s'est souvent parlé de choses en ronde, fait que je veux pas apporter des choses... On parlera pas de ce qui est du domaine des forces spéciales. Ce qui est à GTF2 va rester à GTF2, mais les déploiements que j'ai faits comme fantassin à l'infanterie, il y avait 2004 à Kaboul qui a été mon premier déploiement, déploiement de 6 mois. Pour ensuite, je voulais transitionner vers le métier de la police militaire parce que l'infanterie, c'est très, très, très exigeant. Puis j'avais vécu beaucoup de choses. Donc, j'ai amorcé des études pour rencontrer les critères pour poser ma candidature comme policier militaire. Mais entre-temps, l'armée m'a proposé d'aller comme protection rapprochée du général commandant en 2007 et 2008. C'était une mission de 10 mois en Afghanistan, à Kandahar. Donc, j'ai accepté une mission de 10 mois juste avant de faire ma transition pour m'en aller à l'Académie de police et après ça, poursuivre ma carrière dans les forces comme policier militaire. Ouais. Donc, Kaboul 2004, Kandahar 2007, 2008 et pour le reste, ben, c'est du travail que j'ai fait avec les forces spéciales. Moi, je regarde ton parcours, puis je trouve ça tellement inspirant, puis je trouve ça beau, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises « Ouais, là, je suis prête à faire de l'humour. Là, c'est ça que je vais faire. Ouais. C'est là que je me lance. » J'aimerais ça savoir, c'est quoi ce déclic-là? C'était-tu quelque chose que tu avais de passion, même quand tu étais justement dans les forces et tout, ou c'est vraiment venu par après? En fait, cette passion-là m'habite depuis que je suis petit. Puis je te dirais, dans des contextes familiales, dans le temps des fêtes, ma famille se réunissait, puis j'avais des oncles qui avaient vraiment le sens du punch. J'ai l'impression que comme je les ai imités à faire ces blagues-là, à attendre le bon moment pour lancer la blague, parce que c'est ça le sens du punch. Et je réalisais que j'avais la gâchette facile. Je trouvais que j'étais capable de faire déclencher un rire rapidement. La gâchette facile, c'est un bon jeu de mots. C'est bravo. Ah non. Puis en plus, j'ai un doigt gâchette. Tout est dans tout. Mais je regardais mes oncles faire et j'ai fait la même chose dans l'armée. J'étais le clown de service, malgré que je savais tenir ma langue quand les opérations étaient sérieuses. Mais l'humour a toujours servi comme de relief émotionnel à une situation qui peut être tragique, qui peut être sous tension. Donc, l'humour sert beaucoup ces moments-là. J'ai inclus cette façon, ou du moins cette façon de faire-là avec l'armée, ça m'a très bien servi. Donc, je savais que j'étais drôle. Et je me rappelle à l'époque, à Québec, il y avait les lundis juste pour rire. Au Dagobert de Québec, j'allais voir ça, puis c'était pas mal le seul humour auquel j'ai été exposé, mais cette vibration-là que les humoristes me procuraient comme clients, mais les vibrations que je ressentais sur scène de la part des humoristes, j'ai dit un jour je veux vivre ça. Et quand on m'a montré la porte de sortie à cause de ma blessure de santé mentale dans l'armée, j'ai dit OK, c'est mon temps d'aller m'essayer, je suis supporté financièrement, je m'en vais à l'École nationale de l'humour et je veux devenir un humoriste. En fait, je vais tenter ma chance de percer comme humoriste de la relève. Donc, de façon très sérieuse, 2018, une année avant de prendre ma retraite, je suis allé à l'École nationale de l'humour et c'est là que j'ai pris 13 cours à l'École nationale de l'humour avant d'être accepté dans le programme de jour. Ma carrière était très bien amorcée et j'ai réalisé rapidement que, bien entendu, j'avais le sens du punch et j'avais la possibilité de mener une carrière en humour. C'est vraiment beau, puis je pense que tu as un parcours intéressant, puis justement, on parle évidemment de ton contexte militaire, puis je pense toujours à l'extrait que tu as au Gang Show, où qu'on voit justement ton pouvoir du punch, ça a été viral ce moment-là, avec Mike Ward qui fait une répartie aussi, puis je pense qu'il y a personne dans le milieu, je pense même, quand je pense au sens large, l'humour, pas juste au Canada francophone, je pense au Canada anglophone, même de façon internationale, là, si on veut, t'es une des rares personnes qui a fait
ce processus-là d'être militaire à être humoriste, puis qui en tire une belle carrière et qui, tu fais des spectacles, t'es pas juste en train de faire, je vais pas minimiser le travail de personne, mais t'es pas en train de faire un open mic dans ton bar où t'allais quand t'es jeune, puis là tu connais le proprio, puis il dit oh oui Steven, tu te feras ta soirée, ça va être bien le fun. C'est les gens. Ça c'est mes débuts en humour par contre. C'est mes débuts. Aujourd'hui je suis dans ma 6e année. On peut dire que je suis monté très rapidement grâce au Gong Show. Le Gong Show a donné une belle vitrine. Le Gong Show, on se rappelle les débuts 2021. Mon premier Gong Show c'est 2021. Dans ce temps-là, on filmait avec des cellulaires. On n'avait pas la plateforme qu'on a aujourd'hui, mais je me suis accroché à ça parce que je me suis dit, si j'ai du talent, les gens vont le reconnaître et c'est là où est-ce que ça va fonctionner. J'ai pas eu peur, j'ai eu le courage de monter sur scène avec mes blagues originales. Je suis pas allé là avec un personnage, avec une distance avec mon matériel parce que si je me plante, c'est pas moi qui se plante, c'est mon personnage, c'est ma proposition. J'ai dit, je m'en vais là avec des vraies blagues originales, du stand-up pur et si j'ai le talent pour percer, je vais percer. Il y a quelqu'un qui va voir ce talent-là et on va progresser là-dedans. C'est ce qui est arrivé. Je me suis fait reconnaître très rapidement comme quelqu'un de performant au Gong Show et je me suis pas arrêté là. Tu sais, les gens ont vu mon Gong Show, souvent m'interpellent pour le Gong Show, mais ça fait plusieurs années que je suis sorti de ça. Là, je roule 3 tournées différentes. Je termine la tournée. Ça fait plus qu'1 an et demi qu'on est en tournée avec Avant la fin du monde.ca de Olivier Martineau et Mathieu Cyr. Et justement, la dernière date de tournée, c'est en janvier 2025 dans notre région. C'est à la salle Odyssée. Procurez-vous des billets. Je suis en première partie. Vous allez voir, c'est un spectacle extraordinaire. Sinon, Mathieu Cyr a débuté son rodage de son 2e spectacle. Je suis en première partie. J'ai un petit spectacle qui est après se développer qui s'appelle Les 3 Amigos avec 2 autres amis humoristes. Donc, ma carrière est bien remplie. De la télé, de la radio. Samedi, je m'en vais tourner... quelque chose pour l'émission La Revue d'année Scram. Je ne sais pas si vous connaissez du côté franco-ontarien, mais c'est une revue d'année. Donc, j'ai des petits contrats de comédiens qui vont faire en sorte que, éventuellement, je vais être de plus en plus connu, puis je vais être de mieux en mieux positionné pour représenter notre région. Oui, tu as aussi fait, je me souviens, ça c'était peut-être un an de ça, si tu faisais les tournages pour LOL, les fameux skits là, où que c'est muet. Ah, les gags juste pour rire. Les gags juste pour rire. Steven, pour donner sa grandeur, il fait comme 6 pieds 6, 300 livres, c'est une pièce d'homme incroyable, me fait sentir moi petit, chose qui arrive très rarement. Puis là je vois Steven, je fais moi, je suis un petit homme en comparaison. T'aimes beaucoup ça quand je te prends dans mes bras. Oui, surtout par en arrière, je me sens tout douillet. Mais sinon, tu parles là, évidemment. Tu viens de perdre la moitié des auditeurs. Il y en a peut-être une autre moitié qui l'imagine puis qui aime ça. Fait que sinon, évidemment, ton podcast, le Soundcheck Podcast, c'est une nouvelle affaire avec TVC Basse-Lièvre, c'est que tu le fais en studio, puis il y a une approche unique justement pour ce spin-là. Nicolas, t'as présenté le Soundcheck Podcast sur tes ondes pendant une couple d'années. Le podcast a débuté, le Soundcheck Podcast, c'est ça le nom, le Soundcheck Podcast. Ça l'a débuté, en fait, devant public pour faire la promotion d'une de mes soirées d'humour et de fil en aiguille. Ben, je me suis inséré dans des festivals jusqu'à aller au festival Juste pour rire et le Festipod. Donc, à chaque année, je produis des podcasts avec des personnalités connues, des personnalités publiques, et aussi des militaires et des vétérans. Donc, cette année, en collaboration avec TVC Basse-Lièvre, qui est dans la région de l'Outaouais, c'est sur le réseau Ma Télé. C'est maintenant là qu'on va tourner les nouveaux épisodes du Soundcheck Podcast qui vont être 100% vétérans et des vétérans qui souvent sont sortis avec des conditions médicales. Ils viennent me raconter leur histoire dans les studios TVC Basse-Lièvre et TVC Basse-Lièvre me remet les épisodes, c'est ça l'entente, pour continuer à faire rayonner ce projet-là, faire rayonner, faire découvrir cette communauté-là et éventuellement abolir certains préjugés sur la communauté. Donc, on est rendu sur le réseau MaTV, consultez la programmation pour connaître les horaires de diffusion, mais aussi abonnez-vous sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, pour aller voir tous les épisodes. Et tout ça est gratuit. OK? Vous n'avez pas à payer un Patreon. C'est gratuit. C'est vos vétérans. Vous avez payé ça avec vos taxes. Profitez-en et allez vous rappeler
que ce métier-là a une nature particulière et vous allez l'entendre dans les témoignages et les blessures. Ouais. Puis tu as aussi un spectacle, évidemment, ça n'a pas eu lieu encore au temps d'enregistrement, quand ça va sortir l'émission, ça va repasser. C'était le 9 novembre au Comédia Club, c'est le show Souvenir qui est vraiment une belle initiative. Ouais. C'est que tu fais des formations avec des anciens militaires, des vétérans, justement pour qu'ils montent un numéro puis qu'ils le font devant le public. Fait qu'un peu recréer ce que tu as vécu. Exactement. Donc, je veux essentiellement que ces vétérans blessés-là apprennent à faire du stand-up. Je veux pas en faire des humoristes de la relève, mais Batins, j'avais envie qu'ils vivent les arts de scène, j'avais envie qu'ils vivent ces émotions-là, cette adrénaline-là qui va les sentir, qui vont les faire sentir vivants, parce que plusieurs d'entre eux ont une coupure émotionnelle, ou du moins sont coupés de façon partielle à leurs émotions. Donc, de vivre les arts de la scène, à quel point c'est enivrant, peut arriver à donner cette sensation-là de bonheur qui va peser dans la balance, éventuellement, dans des moments difficiles dans le rétablissement. Donc, je voulais leur offrir ça. Ce qui est arrivé, c'est que le programme est rendu à sa 4e année. Wow. 4e année, on a pris de l'expérience. Il y a des humoristes, des candidats humoristes, vous comprenez, c'est des vétérans blessés qui reviennent dans le programme, améliorent leur numéro. À chaque année, on a la moitié de la distribution c'est des nouveaux vétérans qui viennent justement apprendre, communier et partager justement cette particularité-là avec des frères et des sœurs d'armes qui partagent la même réalité. Donc, ce programme-là nous a amené cette année à nous ouvrir les portes dans un festival d'envergure à Montréal qui est le Minifest. Oui. Donc, la production s'est rendue dans un festival d'humour et suite à ça, on a eu l'invitation pour se produire au Comédia Club à Québec, dans la pyramide à Sainte-Foy. Et pour ceux qui connaissent Comédia, la grosse entité de l'humour au Québec, nous ouvre les portes de son Comedy Club pour produire le show du souvenir 2024. Et j'ai très hâte déjà à la 5e année, même si la 4e n'est pas encore passée, le spectacle va être passé lorsque vous allez passer ça sous vos ondes. Mais abonnez-vous à la page du show du souvenir si vous êtes intéressé à supporter le projet et aussi à participer pour l'année numéro 5. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que dans la pyramide, c'est que tu peux aller au shaker avant d'aller voir le show. C'est parfait. Avant, tu pouvais aller au clap. C'était moins une bonne nouvelle. Le clap a changé de place. C'est vraiment beau de voir tout ce que tu fais, autant pour la sensibilisation justement des gens qui sont peut-être moins connaissants justement de tout ce que ces gens-là font, et aussi d'aider justement les anciens vétérans et tout, de travailler puis de peut-être d'extérioriser les émotions justement comme tu as dit qui étaient refoulées, aider avec ça. Je trouve ça vraiment beau, puis je trouve que c'est quelque chose que tu devrais être vraiment fier, puis je te lève mon chapeau de faire ça, puis merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Est-ce que je peux parler de mes commanditaires? Parce que si je ne parle pas de mes commanditaires, ce projet-là n'est pas possible. Oui, absolument. Tout ça est possible grâce à une entreprise qui s'appelle Solutions Cannabis Médical. Solutions Cannabis Médical, c'est une entreprise qui œuvre auprès des vétérans, qui, eux, ont accès à une médecine alternative payée par le système, qui s'appelle le cannabis médical. Donc, eux sont intermédiaires avec les professionnels de la santé pour approcher les vétérans qui auraient une ouverture envers cette médecine alternative-là. Et soyez certains que chaque patient passe une évaluation médicale par des professionnels de la santé et en conjoncture aussi avec leur médication existante, la proposition d'avoir comme alternative cette médication-là, qui est le cannabis médical, et de plus en plus, vous voyez la recherche et développement, où est-ce que ça s'en va. Et à bon escient, c'est une médication qui a énormément fonctionné pour moi. J'ai commencé à en consommer en pandémie. Ça m'a aidé à dormir, ça m'a aidé à calmer mon anxiété. Ça l'a aidé à plusieurs niveaux de ma vie, ce qui fait en sorte qu'avec une médecine alternative comme celle-là, ben, je suis encore plus fonctionnel. Même si vous m'entendez parler, j'ai pas l'air d'un stoner, là. Dans l'utilisation du cannabis médical, c'est important d'être raisonnable, et des entreprises comme Solutions Cannabis Médical fait en sorte qu'ils vous accompagnent tout au long du processus jusqu'à l'achat payé par les anciens combattants de la médication. Parce que c'est important d'associer avec le cannabis médical que c'est une médication, mais c'est pas... avec quoi on a grandi, là, c'est pas de la drogue aujourd'hui, c'est une façon de guérir les gens. Et aussi,
Fromagerie Victoria, grand partenaire à nous, Azumut POS et Tilray, en fait, qui est avec Solutions Cannabis Médical. C'est un producteur de cannabis qui, eux, croient beaucoup, beaucoup au projet. Donc, se sont associés ensemble. Est-ce que j'oublie un commanditaire? Je pense que j'ai pas oublié. Azumut POS, Fromagerie Victoria, Tilray, Solutions Cannabis Médical. Les amis, vous avez été extraordinaires. Merci infiniment pour ce temps d'antenne-là, de me donner la possibilité de parler de ma communauté, de parler de nous, parce que les médias comme vous autres qui nous donnent la parole, ben vous contribuez, certainement contribuez à ce que les hommes et les femmes qui ont choisi ce métier-là, qui, encore une fois, est pour nos droits et libertés, ben, se sentent de plus en plus accueillis une fois la carrière terminée, quand ils sont de retour à la vie civile. Merci beaucoup, Steven. Merci, les gars.